Donc la luxe valgus chez la danseuse, un vaste sujet qu'on va concentrer. On va rappeler rapidement l'anatomie normale de l'avant-pied, où globalement on a donc un premier métatarse et un deuxième métatarse qui sont quasiment parallèles avec une divergence de 6 à 8 degrés et une première phalange qui est axée avec le premier métatarse avec une divergence qui peut aller jusqu'à 10 degrés aussi. On a bien vu dans les topos précédents que les sésamoïdes sont centrés sous la tête du premier métatarsien, de part et d'autre d'une crête métatarsienne qui délimite par analogie au genou deux trochlées. Et donc pour moi les sésamoïdes c'est les rotules à ce niveau-là. Ensuite il y a une harmonie de longueur des différents métatarses qui doivent... Donc M2 est plus long que M1 qui doit être égal ou plus long que M3 qui lui-même est plus long que M4 et M5 avec une décroissance harmonieuse comme l'a décrit monsieur Maestro. L'appui du pied se fait selon un trépied d'appui sur le calcanéum sous la tête du premier métatarsien et sous la tête du cinquième. Et les tendons extenseurs fléchisseurs sont axés sur ce premier rayon. L'abducteur du gros orteil lui est abducteur et a un rôle fléchisseur par des insertions plantaires sur P1. Et le premier métatarsien est stabilisé par le long péronnier latéral qui a un rôle abaissant et de stabilisation dans ce plan-là. Lorsqu'il y a un hallux valgus, il y a une déformation qui entraîne une augmentation du métatarsus varus, une augmentation de l'angle d'hallux valgus et, quand on regarde comme ça, une horizontalisation de M1 avec une perte d'appui, d'où l'insuffisance de M1, la déstabilisation de la palette métatarsienne et les hyperappuis sous les têtes essentiellement M2, M3 en général. Ceci induit également des griffes d'adaptation et des griffes compensatrices. Comme facteur favorisant de l'hallux valgus, on a des formes qui sont congénitales. Ça survient essentiellement chez la femme, avec probablement des facteurs hormonaux qui induisent une plus grande laxité au niveau des tissus périarticulaires. Comme on l'a vu, le morphotype égyptien favorise l'hallux rigidus, mais également l'hallux valgus par butée distale et qui favorise le glissement métatarsien. Et les morphotypes à la fois en pied creux par surcharge au niveau de l'avant-pied ou en pied plat valgus par surcharge de l'arche interne favorisent cette déformation. Enfin, le chaussage, souvent moins physiologique chez la femme que chez l'homme, favorise également le développement de cette pathologie. On en arrive à la danse classique. Alors, il y a quasiment 90% de prévalence de l'hallux valgus chez les danseuses à partir du moment où elles pratiquent les pointes depuis plus de 4 ans, ce qui est énorme et c'est même reconnu en tant que maladie professionnelle. Alors, pourquoi? Tout d'abord, le chaussage. Les chaussons sont très serrés, rigides et étroits et maintiennent en abduction le premier rayon. Ensuite, la montée sur pointe, comme on l'a vu, favorise les forces axiales totalement non physiologiques sur le premier métatarsien. Et la montée sur pointe nécessite une hypersollicitation du jambier postérieur, du jambier antérieur et du fléchisseur propre du gros orteil qui augmente les contraintes au niveau métatarso-phalangien. En ce qui concerne les demi-pointes, le maintien en flexion dorsale à 90 voire 100 degrés de façon prolongée entraîne également des contraintes importantes sur la MTP1. Et chez la danseuse, il existe une insuffisance d'ouverture de hanche qui entraîne une adaptation au niveau du genou et du pied, entraînant un excès de pronation au niveau de l'avant-pied et du médio-pied, ce qui entraîne des cisaillements et des contraintes MTP qui... L'ensemble de ces facteurs majorent en fait le glissement vers l'intérieur du métatarse et le glissement vers l'intérieur de la phalange avec une sursollicitation du plan capsulo-ligamentaire interne qui a tendance à se distendre et puis une rétraction du plan capsulo-ligamentaire externe qui limite la réductibilité lorsqu'il est complètement rétracté de la déformation. Cette déformation induit une perte de stabilisation du premier métatarsien par le long péronnier latéral avec insuffisance de M1 et l'extenseur et le fléchisseur du gros orteil prennent la corde, ne sont plus axés sur le premier rayon et donc majorent cette déformation et donc plus elle est importante, plus cet effet de traction pas dans l'axe augmente le métatarsus varus et l'hallux valgus. Quant à l'abducteur du gros orteil, lui il perd son caractère fléchisseur et ne devient que abducteur. Et enfin, le port de chaussons serrés entraîne une faiblesse des muscles intrinsèques, notamment de l'adducteur du gros orteil, qui perd son caractère de maintien médial. Donc cliniquement, les patientes viennent pour des douleurs sur l'exostose, en rapport avec une bursite qui peut plus ou moins s'infecter, se fistuliser, parfois même entraîner des ostéoarthrites. Il peut y avoir également des douleurs articulaires en fonction du degré d'arthropathie,
En effet, la tête métatarsienne a différents types de morphotypes. Certaines ont une crête intermétatarsienne extrêmement prononcée et d'autres quasiment pas. Et donc évidemment, les sésamoïdes normaux sont congruents. S'il existe une crête prononcée avec la déformation, il y a un frottement qui est non congruent et qui induit la chondropathie sur la tête de M1. S'il n'y a pas de crête, quelle que soit la déformation, finalement, il n'y a pas trop d'usure cartilagineuse. Comme on a vu précédemment, l'hallux valgus peut s'exprimer par une fracture de fatigue du deuxième métatarsien, surtout par report de charge, mais également au niveau du sésamoïde médial. Le patient peut également venir parce que les griffes compensatrices et d'adaptation entraînent des frottements et des conflits au chaussage. Et il existe également, par élargissement du pied, des conflits interdigitaux réalisant des yeux de perdrix. Tout d'abord, donc, on prendra les choses en charge médicalement, un peu comme l'hallux rigidus, comme nous en a parlé le docteur Legray, avec des AINS, des infiltrations intra-articulaires, des orthèses siliconées en regard des surfaces de contact, des orthèses plantaires avec appui antécapitaux M1, M5 pour redonner l'appui, une barre rétrocapitale, éventuellement une bande pronatrice pour remettre en charge le premier rayon. Il faudra que le patient entretienne ses mobilités articulaires pour s'en raidir le moins possible, qu'il prenne l'habitude de réduire sa déformation pour limiter la rétraction capsulo-ligamentaire latérale, et le port d'orthèse nocturne peut diminuer la vitesse d'évolution. L'adaptation du chaussage dans la vie quotidienne également, lors de la pratique de la danse, c'est plus compliqué. Si on en arrive à la chirurgie, le problème des danseuses, c'est qu'il faut savoir si c'est une activité de loisir, si c'est une activité professionnelle, si on est en début ou en fin de carrière, si la nécessité de faire des pointes est absolument nécessaire pour la pratique professionnelle ou non. Et ensuite, il faut discuter au cas par cas, car chaque pied est différent, chaque patient est différent. Il existe des hallux valgus simples, mobiles, non rétractés, des hallux valgus décompensés avec de grosses métatarsalgies. S'il y a une arthropathie sous-jacente, il est évident que la reprise des pointes ne se fera pas. Voilà. Et en ce qui concerne la chirurgie, si on arrive à ce niveau, je pense que la chirurgie à ciel ouvert a toute sa place, que la chirurgie percutanée, tout du moins chez la danseuse, n'a aucune indication et aucun bénéfice. Et la chirurgie nécessitera une libération des rétractions et de la sangle sésamoïdienne qui permettra le recentrage des sésamoïdes dans leur gouttière, ce qui est primordial. L'intervention permettra une évaluation du cartilage intra-articulaire et éventuellement, en cas de chondropathie, de resséquer un clapet, de réaliser des perforations de Pridey. Et le traitement sera toujours osseux et jamais sur les parties molles. En réalisant une ostéotomie du premier métatarsien, il y a différents types, on n'entrera pas dans les détails, qui consisteront toutes à translater en valgisant et en abaissant la partie articulaire de la tête métatarsienne et d'y associer éventuellement une ostéotomie de la première phalange qui peut être d'accourcissement, de varisation ou des deux. La question est, faut-il adjoindre à la chirurgie du premier rayon une prise en charge des rayons latéraux ? Ça dépendra de la nécessité de raccourcir ou non le premier rayon, du degré d'athropathie et de la formule métatarsienne préexistante à la chirurgie et du degré d'insuffisance de premier rayon préexistante. La prise en charge des griffes sera sur des résections arthroplastiques IPP ou IPD, des arthrodèses à ce niveau, associées ou non à des ténotomies de longs fléchisseurs ou à des transferts tendineux qui peuvent être réalisés de façon isolée si les griffes sont souples. La chirurgie sera sous anesthésie loco-régionale avec un appui immédiat au décours. Quoi qu'il arrive, un œdème de 3 mois sera la majorité des cas. Et une reprise des activités sportives se fera en général entre le 3e et le 6e mois. Voilà, la question est de savoir est-ce que la reprise des pointes sera possible ou non. On ne pourra jamais le garantir avant la chirurgie. Voilà, il y a des patientes qui refont des pointes après, mais ça ne sera pas la grande majorité ni la totalité des patientes. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.